Bienvenue au cœur du crime, un podcast issu des archives d'Europe 1. Savez-vous que plus d'un tiers des crimes et délits commis en France sont traités par la gendarmerie nationale? Je m'appelle Yann Kermadec. Je suis commandant de gendarmerie. Je dirige une section de recherche dont la mission essentielle est une mission de police judiciaire. L'histoire que je vais vous raconter est une histoire vraie. Tous les faits sont réels et se sont déroulés en France. Seuls les noms des personnes et des lieux ont été changés. Eddie McQuaid s'étira avec toute l'exubérance de la jeunesse, ses bras nus et bronzés tendus sur le volant. Il se mit à siffloter des notes sans suite, mais s'interrompit tout à coup, les yeux fixés sur le tableau de bord. L'aiguille du radiateur était entrée dans la zone rouge. Mauvais, ça. Très mauvais. Eddie resta un moment à écouter le moteur bouillonner. Oh, mon Dieu, j'ai vraiment l'impression qu'il n'y a plus une goutte d'eau là-dedans. La banquette arrière de la voiture était encombrée d'attirails de pêche et de matériel de camping. Eddie fouilla là-dedans jusqu'à ce qu'il déniche un seau en plastique et il partit en remontant la route. La villa était presque de la taille d'une maison de poupée. Eddie frappa à la porte. Personne. Il fit le tour de la maison et s'arrêta quand il vit derrière une clôture grillagée 2 énormes chiens prêts à lui sauter dessus. « D'accord. Je vais aller chercher de l'eau ailleurs. » De retour à la voiture, Eddie regarda dans la direction opposée. Il marcha le long de la route et découvrit une ouverture dans une haie, laquelle était flanquée de piliers carrés en pierre. Eddie se trouvait devant ce qui semblait avoir été jadis un portail, au-delà duquel il aperçut un vaste terrain. Tout au bout d'un petit chemin, il y avait une maison qui avait l'air de tomber en ruine. Seul un mince filet de fumée s'échappant d'une cheminée prouvait qu'elle n'était pas tout à fait inhabitée. Là encore, Eddie contourna la maison et s'arrêta quand il eut atteint le coin à l'arrière. Il aperçut alors un homme grand et mince qui venait dans sa direction en traversant un verger. L'homme ne levait pas les yeux, mais marchait la tête baissée pour se frayer un chemin parmi l'épaisse végétation de ronces et de plantes grimpantes. Lorsqu'il vit Eddie, il s'arrêta net. Dans le silence absolu, le bruit d'un objet métallique heurtant la pierre résonna distinctement. L'homme resta planté là, les yeux écarquillés et la bouche grande ouverte, avant de se ressaisir. Il s'approcha d'Eddie. « Fichez le camp de ma propriété, fichez le camp !»« Mais j'ai plus d'eau dans le radiateur de ma voiture, monsieur. Il m'en faut pour aller jusqu'à la ville. »« Il y a une pompe de l'autre côté du pavillon. Servez-vous et allez-vous-en, vite !»« Merci, monsieur, mais j'aurais seulement besoin d'un... » Eddie n'eut pas le temps de finir sa phrase. L'homme avait disparu dans la maison en claquant la porte. Après avoir vidé le seau d'eau dans le radiateur, Eddie reprit la route et, à la première station-service, il expliqua son problème au mécanicien. « C'est votre pompe à eau, monsieur. Je suppose que vous êtes terriblement pressé, comme tous ceux qui passent par ici, bien sûr. »« Ben non, pas spécialement, monsieur. N'essayez pas de me bousculer, hein. Il est midi et je vais prendre le temps de manger, avant même de toucher à votre sacrée voiture. »« D'accord, monsieur. Je vais me promener et manger un morceau en attendant. » Après un sandwich et une bière, Eddie tua le temps en se promenant dans le centre de Millwell. 1h30 plus tard, il était de retour au garage. « Ça y est, c'est fait, monsieur. Ça fait $30. »« 30 $? Dites donc, c'est pas donné. Vous avez l'argent, oui ou non ?» Au moment où Eddie sortait son portefeuille, une voiture arriva à leur hauteur et s'arrêta. Eddie paya, se retourna et vit un petit bonhomme trapu qui venait vers lui. « C'est ta voiture, mon gars ?»« Oui, monsieur. » Le mécanicien s'avança. « Ce type, il fait des difficultés pour payer, shérif !»
C'est vrai, mon gars, tu fais des difficultés pour payer? Bah non, je trouvais la note un peu salée, voilà tout. Il y a quelque chose qui va pas, shérif? Peut-être bien, mon gars. Ça te dérangerait de venir avec moi au poste? Bah, et ma voiture, shérif? T'inquiète pas, mon gars, on va s'en occuper de ta voiture. Eddie monta dans la voiture du shérif qu'il conduisit jusqu'au bâtiment de la police. Ils entrèrent dans un bureau où l'air empestait la fumée de cigares refroidis. Le shérif attrapa une chaise à dossier droit et la propulsa d'un coup de pied devant un bureau. « Vide tes poches, mon gars. Voyons un peu voir ce que t'as. » Eddie sortit tous ses objets de valeur et les posa sur le bureau. Le shérif, assis dans un fauteuil pivotant, examinait le portefeuille. « T'étais dans l'armée, mon gars, hein? Quand as-tu été libéré? » « Il y a 3 semaines, shérif. »« Où est-ce que tu habites? »« Dans l'Oregon, shérif. »« L'Oregon, c'est pas la porte à côté, mon gars. C'est bien à 3200 kilomètres à vue de nez. Qu'est-ce que tu fabriques par ici? Tu fais la Manche? » ?»« Non, shérif, je voyage. J'ai économisé de l'argent et quand j'ai été libéré après mon service militaire, j'ai décidé de voir du pays avant de retourner chez moi et de m'installer. » Ah, et comme ça, t'as échoué à Millwell, hein? Ben, j'avais pas du tout l'intention d'échouer ici, shérif, mais j'ai entendu dire que la pêche était bonne dans le coin. Dites, est-ce que je peux savoir pourquoi vous m'avez amené ici? Je t'arrête pour le meurtre de mademoiselle Lucinda Devlin, mon gars. Quoi? Vous plaisantez, shérif. Ça fait à peine quelques heures que je suis en ville. Je suis allé nulle part. J'ai même parlé à personne, si ce n'est... Mademoiselle Lucinda habitait sur la route, mon gars. Une petite maison blanche entourée d'une palissade. Et tu t'es arrêté là-bas. Oui, je me suis arrêté quelque part afin de trouver de l'eau pour ma voiture, shérif. Il y avait même 2 gros chiens. Ouais, c'est bien là qu'habitait mademoiselle Lucinda, mon gars. Mais il y avait personne chez elle, shérif. Personne de vivant quand on est parti, mon gars. C'est ça que tu veux dire? Non, c'est pas ce que j'ai dit, shérif. Personne n'a ouvert la porte quand j'ai frappé. J'ai vu les chiens et j'ai filé. Où est-ce que t'as caché le cadavre, mon gars? Mais j'ai pas vu de cadavre, shérif. Tu l'avais dans la voiture quand t'es passé chez son frère? Écoutez, shérif, je suis allé chez quelqu'un de l'autre côté de la route, si c'est ça que vous voulez dire. J'ai fait le tour de la maison jusqu'à l'arrière et un type qui traversait un verger est venu vers moi. Et à quoi il ressemblait, ce type, mon gars? Ben, il était grand, bonne 50aine d'années, il avait des cheveux blancs. Il m'a crié de ficher le camp et puis il m'a indiqué où était la pompe et il m'a laissé prendre de l'eau. Mais si vous avez pas trouvé le corps, peut-être que cette femme, elle a pas été tuée, shérif. Elle est peut-être partie quelque part sans prévenir personne. Non, mon gars. Trop d'indices nous prouvent qu'elle a été tuée. Après t'avoir vu, le frère de mademoiselle Lucinda a eu des soupçons. Il est allé chez elle. Il m'a appelé de là-bas. J'ai envoyé un de mes hommes pour constater la chose. Mais dites-moi, shérif, je suppose que je vais être obligé de rester ici jusqu'à ce que l'affaire soit élucidée. Ouais, mon gars. Et pour être sûr que tu vas rester ici, je vais te boucler. Et voilà. Il ne manquait plus que ça. Comment Eddie McCaid allait-il bien pouvoir se sortir de ce mauvais pas? C'est ce que vous saurez dans quelques instants. Après son service militaire, Eddie McCaid avait décidé de faire des économies et de voyager un peu. Et voilà que sa voiture venait de tomber en panne, plus une goutte d'eau dans le radiateur. Il frappa à la porte d'une villa, personne. Un peu plus loin, il entra dans une propriété. Un homme survint soudain et le chassa tout d'abord, puis lui permit de prendre un peu d'eau. C'est chez le garagiste que le shérif est venu l'arrêter pour le meurtre de mademoiselle Lucinda, qu'il ne connaît bien sûr ni d'Ève ni d'Adam. La prison de Millwell était une grande cage, séparée en 3 cellules par des barreaux. Toutes les cellules étaient inoccupées et Eddie se retrouva dans celle du milieu, où le shérif l'abandonna. Eddie inspecta rapidement la cellule avant de s'effondrer sur le lit et de se prendre la tête entre les mains.
C'est alors qu'un vieil homme bouffi, orné d'une barbe de plusieurs jours, descendit le couloir en traînant la patte. Il entra dans la cellule auprès de celle d'Eddie. Une fois qu'il eut fermé la porte à clé, il tendit la main à l'extérieur et jeta les clés vers le bureau du shérif. Puis, il s'approcha et observa Eddie à travers les barreaux. Eddie se leva et vint vers lui. « Qu'est-ce que vous regardez comme ça, monsieur ?»« J'ai encore jamais vu de meurtrier en chair et os, mon petit bonhomme. »« Je ne suis pas un meurtrier, monsieur. J'ai jamais tué personne. Alors allez regarder ailleurs, s'il vous plaît. » Ah ben, c'est pas ce que dit Bill Thorpe, l'enquêteur du shérif, mon garçon. Il est revenu de chez mademoiselle Lucinda en disant qu'il y avait du sang partout dans la cuisine et qu'un couteau de boucher avait disparu. Bill, il dit que lorsqu'on aura retrouvé le corps, tu seras cuit, mon garçon. Et vous êtes là pourquoi, monsieur? Oh, ouais, je suis bourré comme d'habitude. Ça économise des sous à la municipalité de mettre en prison le vieux Ben. Parce que je balaye la baraque, je fais les courses, je donne à manger aux chiens du shérif, tout ça, quoi. Mais qu'est-ce qui ne va pas dans cette ville, monsieur Ben? Il y a un panneau sur la route qui dit que Millwell est une ville accueillante. Mais j'ai jamais vu autant de gens hostiles. Ah! Quand on a faim, mon garçon, on se balade pas le sourire aux lèvres et quand une ville a perdu tout espoir, les gens sont prêts à rejeter la faute sur n'importe qui, tu vois. Mais pourquoi sur moi, monsieur? J'ai rien fait, moi. Bah, peut-être bien que oui, peut-être bien que non, mon garçon. Mais quel que soit l'assassin de mademoiselle Lucinda, ce salopard a liquidé la dernière chance qu'avait cette ville. Qu'est-ce que vous voulez dire, monsieur Ben? La filature d'Evelyn a été fondée il y a plus de 100 ans. Quand la filature marchait bien, Millwell était prospère, mais lorsqu'elle a fermé, la ville a coulé. Alors, être un Devlin dans cette ville, c'est être Dieu en quelque sorte. Les choses ont commencé à mal tourner il y a 30 ans, quand le colonel Devlin est mort et que son fils, Jonathan, a repris la direction de la filature. Jonathan, il n'avait pas l'étoffe d'un Devlin, tu vois. Dites, monsieur Ben, Jonathan, c'est le type que j'ai vu là-bas, près de cette vieille bicoque? Ah oui, cette vieille bicoque, comme tu dis, c'est le manoir des Devlin. Tous les Devlin ont vécu là, à l'exception de mademoiselle Lucinda, qui est partie quand son frère a épousé une fille de la ville. Bref, après une mauvaise gestion et une succession de revers, la filature a été fermée. 6 ans après la fermeture, mademoiselle Lucinda a arraché la direction de l'affaire à son frère. Elle avait convoqué les créanciers et obtenu leur accord pour ouvrir la filature. Elle était en train de réunir des fonds lorsqu'elle a été assassinée. L'homme de la famille Devlin, c'était elle. C'était une vraie Devlin, elle. À peine le vieux Ben avait-il terminé son récit qu'un homme trapu enfilait le couloir et s'arrêtait devant la cellule. « Debout, vieux soulard! File au restaurant chercher à manger pour le prisonnier. »« Oui, monsieur Thorpe !» Bill Thorpe s'approcha et regarda à travers les barreaux de la cellule d'Eddie. Finalement, il tourna la clé et ouvrit brusquement la porte sans dire un mot. Il fit entrer Eddie dans le bureau du shérif. Celui-ci était assis dans son fauteuil pivotant, un cigare tout juste allumé entre les dents. « Il ferait bien de signer ça, mon gars !» Le shérif lui tendit une feuille dactylographiée. « Si c'est une confession, je ne signerai pas, shérif. Je n'ai tué personne. » Le shérif leva les yeux au ciel et Bill Thorpe alla ouvrir la porte extérieure. Un homme pénétra dans la pièce. Il était grand et ses cheveux blancs dépassaient le bord du chapeau. « Monsieur Devlin, est-ce le jeune homme qui est passé au manoir ?» Jonathan Devlin jeta un coup d'œil sur Eddie. « Oui, c'est lui, shérif. »« Merci, monsieur Devlin. Désolé d'avoir dû vous déranger. »
Je vous en prie, shérif. J'espère obtenir justice pour le meurtre de ma pauvre sœur. » Et il quitta la pièce. Le shérif posa un stylo sur la feuille dactylographiée, mais Eddie secoua la tête. « Que ce soit bien clair, shérif, je n'ai tué personne et je ne vais pas passer aux aveux. Je suis allé chez M. Devlin, par conséquent, le fait qu'il m'ait reconnu ne prouve absolument rien. Si vous avez l'intention de m'inculper sur présomption de meurtre, je veux parler à un avocat. » 320 $ dans ton portefeuille, mon gars. C'est à peu près ce que mademoiselle Lucinda pouvait avoir chez elle. Cet argent, shérif, je l'ai économisé. Je ne dépense pas beaucoup, je campe et je me fais à manger. Mais pourquoi vous essayez pas de trouver le vrai meurtrier? Si cette femme a été poignardée, son assassin doit avoir du sang sur lui. Mais qui t'a dit qu'elle avait été poignardée, mon gars? Et le vieux Ben me l'a dit, shérif. Ouais. Si tu nous racontais à nouveau ton histoire, mon gars. Et Eddie raconta à nouveau son histoire. Il relata sa rencontre avec Jonathan Devlin. Il se dirigeait vers la maison en traversant le verger. Il était en bras de chemise. Quand il m'a aperçu, il avait les yeux qui lui sortaient de la tête. Attends, mon gars. T'es sûr qu'il portait pas de veste? Non, il portait pas de veste, shérif, j'en suis certain. Je lui ai fait peur, sans doute. Il m'a dévisagé et il a laissé tomber quelque chose. J'ai entendu la chose heurter des pierres. Tu essaies d'accuser Jonathan Devlin, mon gars? Non, j'essaie de dire la vérité, shérif. Mais je sais que si vous ne retrouvez pas le corps de cette femme, aucun tribunal ne me condamnera. T'oublies une chose, mon gars. Le meurtre de mademoiselle Lucinda a rendu fou furieux les gens de cette ville. Et ils vont peut-être vouloir se venger. Quoi? Vous voulez dire que la foule pourrait se déchaîner et me lyncher, shérif? Appelle ça la justice populaire, mon gars. Bill, reconduis-le dans sa cellule. Dès qu'il fut seul, Eddie se mit à arpenter sa cellule. C'était le crépuscule à présent, et les ténèbres enveloppaient la petite ville. Le vieux Ben descendit le couloir en traînant les pieds, un gobelet dans une main, une assiette en fer blanc dans l'autre et le trousseau de clés accroché au bras. Il ouvrit la porte de la cellule d'Eddie et lui donna son dîner. « Est-ce que tu pourras pas manger? Garde-le pour les chiens du shérif, t'es... » Il referma la porte à clé et entra dans sa propre cellule. Il en verrouilla la porte et jeta les clés dans le couloir, puis se vautra sur son lit. À ce moment-là, une ampoule électrique s'alluma au plafond dans le couloir. « Ah, v'là le shérif et Bill Top qui s'en vont. Ils allument toujours en partant. » Quoi? Vous voulez dire qu'ils nous ont laissés seuls? Mais monsieur Ben, la foule va s'attaquer à moi cette nuit. Eh oui, petit, la ville est en ébullition ce soir. Mais ils vont tuer un innocent, monsieur Ben. Dites, pourquoi le shérif il essaie pas de trouver le vrai meurtrier? Il leur fallait un suspect et je fais l'affaire parce que je suis étranger à la ville, c'est ça? Ils retrouvent pas le corps et ils savent qu'ils ne peuvent pas me condamner, alors ils me jettent au loup. Et ils ont pas retrouvé le corps, ça c'est sûr, mon petit. Je crois bien savoir où il se trouve, moi, le corps. Seulement, ils m'écouteront pas. Dites-moi, monsieur Ben, pourquoi est-ce que les gens de cette ville placent Jonathan Devlin sur un tel piédestal? C'est sa faute, après tout, si la filature a fermé. Pourquoi ils s'en prennent pas à lui? Mais parce que c'est un Devlin, mon petit. Ici, on n'imagine pas qu'un Devlin puisse mal agir, tu comprends? Eddie s'effondra sur son lit. Au bout d'un instant, il entendit les ronflements du vieux Ben. Il se leva et alla à la fenêtre, puis il gagna le devant de la cellule. Les clés étaient par terre, là où Ben les avait jetées. Eddie s'accroupit, se mit à plat ventre et allongea le bras à travers les barreaux. Ses doigts touchèrent le trousseau et le rapprochèrent de lui. Il se saisit des clés. Il déverrouilla la porte de sa cellule et remonta le couloir sur la pointe des pieds. Il traversa la pièce du devant et ouvrit la porte d'entrée.
Il ne vit personne sur le trottoir près de la prison lorsqu'il tourna le coin furtivement et se fondit dans les ténèbres. Il passa devant la station-service, puis suivit la grande route. Dès qu'il eut laissé les maisons derrière lui, il marcha à grandes enjambées. Il avait atteint l'entrée du vieux manoir lorsqu'un bruit lui fit tourner la tête et regarder derrière lui. Depuis la ville, s'entendaient les aboiements sonores des limiers lancés sur une piste. Le manoir croulant se dressait triste et solitaire. Un unique rectangle de lumière brillait en façade, preuve que toute vie n'en était pas encore absente. Les aboiements des chiens lancés à sa poursuite s'entendaient de plus en plus fort. Eddie suivit en courant le chemin longeant le manoir, continua jusqu'à l'endroit où le matin même il avait vu le vieux Devlin. Il se mit à quatre pattes et fouilla dans l'obscurité. Il trouva une pelle avec du terreau encore collé au fer. Un peu plus loin, Eddie franchit un mur et se trouva dans un cimetière. Il n'eut pas longtemps à chercher pour trouver l'emplacement où la terre avait été fraîchement remuée. Il plongea la pelle dans le sol et creusa. La tombe était peu profonde. Lorsque la pelle toucha le corps, Eddie se mit à genoux et enleva la terre avec ses mains nues. Il découvrit la tête, puis le cou et les épaules d'une vieille femme aux cheveux blancs. Les aboiements des chiens étaient tout près, et les hommes débouchaient à l'arrière du manoir quand Eddie courut vers le mur opposé. Le shérif avait pris la direction des opérations. Après avoir donné l'ordre de retenir les chiens, il fit appeler Jonathan Devlin et le mena fermement jusqu'à la tombe ouverte. Devlin s'écarta brusquement de la tombe, trébucha sur une pierre et s'écroula. « Ôtez-la de ma vue, shérif, elle m'accuse! Elle est toujours en train de m'accuser! »« Ouais, elle vous accuse de son meurtre, monsieur Devlin. »« Elle m'a toujours traité de raté. Elle me hait. Je l'ai pas tuée pour son argent, shérif. Je suis allé chez elle pour lui demander un prêt. Son refus, je pouvais l'accepter, shérif, mais je pouvais plus supporter son mépris. » Le shérif releva Jonathan Devlin. « Conduisez-le à la prison, messieurs. » Le groupe repartit lentement à travers le verger. « Tu peux sortir maintenant, mon gars. » Eddie franchit le mur et se retrouva devant le shérif. « Shérif, vous saviez depuis le début que c'était Jonathan Devlin, n'est-ce pas? »« Non, pas quand je t'ai appréhendé, mon gars. J'allais t'inculper du meurtre de mademoiselle Lucinda, et puis tu m'as dit que t'avais vu Jonathan Devlin en bras de chemise. Et personne n'a jamais vu Jonathan Devlin sans veste, alors j'ai pensé qu'il y avait quelque chose de louche. Ensuite, je me suis rappelé que le cimetière de famille des Devlin était ici, derrière le verger. Alors là, j'ai compris où était caché le corps. » « Mais pourquoi vous n'êtes pas venu le déterrer, shérif? »« On peut pas ouvrir une tombe sans une décision judiciaire, mon gars. Jonathan pouvait s'y opposer, ne pouvait pas accuser un Devlin sans des aveux complets, si bien que j'ai décidé de te laisser découvrir la preuve. J'ai pensé que si je te flanquais suffisamment la trouille, et puis si je demandais au vieux Ben de te laisser les clés à portée de main, tu te ferais la belle. »« Mais comment saviez-vous que je viendrais ici, shérif? » J'ai mis ta voiture sous clé, mon gars. Je savais que tu soupçonnais Jonathan, donc la logique voulait que t'essaies de savoir ce qu'il avait fabriqué ce matin. Tiens, voilà ton portefeuille et tes clés de voiture, mon gars. Si on peut faire un petit quelque chose pour toi, n'hésite pas, on te doit bien ça. Oui, shérif. Vous pouvez en effet faire un petit quelque chose pour moi. Indiquez-moi la route qui mène à une ville plus accueillante que la vôtre. Vous venez d'écouter Au cœur du crime, un podcast issu des archives d'Europe 1. Réalisation, Julien Tarot. Production, Estelle Lafont. Patrimoine sonore, Sylvain Denis, Laetitia Casanova et Antoine Reclus. Au cœur du crime est disponible sur le site et l'appli Europe 1. Écoutez aussi l'épisode suivant en vous abonnant gratuitement sur votre plateforme d'écoute.